Très bien, merci beaucoup. Chers consoeurs, chers confrères, honorables invités, mesdames et messieurs, les amis de l'Académie, je suis particulièrement heureuse et honorée d'ouvrir cette séance exceptionnelle qui est vouée à Boualem Sansal, notre confrère, que nous avons depuis le début soutenu dans son épreuve et pour lequel nous avons demandé très rapidement la libération, bien évidemment, immédiate et inconditionnelle. Et l'Académie a essayé de participer à un certain nombre d'événements qui ont été organisés pour manifester la solidarité à l'égard donc de ce confrère qui est par ailleurs donc une des plumes les plus remarquables de la langue française. Donc l'Académie des sciences d'outre-mer, toutes confondues, a décidé d'organiser un hommage particulier aujourd'hui autour de l'homme, autour de l'écrivain, et de donner un peu d'épaisseur à ceux qui le connaîtraient moins, autour de son œuvre, pour mieux le connaître, et à partir du moment où on connaît mieux, où on a perçu, on a appréhendé une œuvre de façon un peu plus directe et intime, on est mieux appelé et amené à pouvoir exprimer sa solidarité. Donc c'est dans ce sens que nous avons décidé d'organiser cette cérémonie, cet hommage, cette séance exceptionnelle, et nous nous félicitons de tous ceux qui ont bien voulu nous accompagner dans l'exercice. Bien sûr, les académiciens, académiciennes et académiciens qui vont prendre la parole, qui vont chacun s'exprimer pour essayer de mieux cerner cette personnalité et d'exprimer notre soutien, mais également ceux qui œuvrent au quotidien pour justement soutenir Boualem Sansal, et je salue en particulier l'arrivée de Madame la Présidente du comité de soutien de Boualem Sansal, donc également Monsieur Benedetti qui est là, un certain nombre de nos collègues et confrères étant à la fois académiciens et membres du comité de soutien. Donc c'est une œuvre conjointe, commune, et nous nous en réjouissons. Sans plus tarder, j'aurais quand même souhaité, j'allais dire, rappeler une des phrases de la communication qui a été prononcée par M. Boualem Sansal le jour de, j'allais dire, de son entrée à l'Académie comme membre associé, qui m'a beaucoup interpellé aussi. Ainsi va le monde, disait le veilleur. La conclusion est qu'il faut continuer à agiter le tocsin de la paix et répéter que la vie c'est la culture et que la culture c'est la liberté. Ce sont des mots que je trouve particulièrement beaux, qui ont terminé sa communication, et c'est par ces mots que j'ouvre également cette cérémonie, et encore une fois, en vous remerciant de votre présence, je donne tout de suite la parole à Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur Dominique Barjot, et après, qui va décliner le programme de ce moment privilégié et particulièrement émouvant. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Eh bien, puisque on m'appelle à décliner, je vais en effet vous décliner l'organisation de cette séance. Après une modeste introduction que je ferai sur l'itinéraire exemplaire de Boualem Sansal, nous donnerons la parole à Jacques Legendre autour de Boualem Sansal n'est pas seul. Puis Geneviève Götzinger lui succédera en traitant de Boualem Sansal un lanceur d'alerte face à la montée de l'islamisme. Vincent Herouet nous tiendra, je pense, au courant de la plus stricte actualité. Denis Fada interviendra en visioconférence sur Boualem Sansal, un écrivain français qui nous interpelle. Et nous donnerons la parole ensuite à Jacques Frémaux, l'histoire pour une Algérie et une France rassemblée. Et si Madame Lenoir veut bien nous faire l'honneur de conclure par un message qu'elle nous adressera au nom du comité, nous allons nous en réjouir. Merci beaucoup. Donc je vais peut-être directement enchaîner sur moi-même, si vous me permettez. En effet, le 25 septembre 2020 demeurera dans
l'histoire de notre académie une date exemplaire. En effet, ce même jour, ont été reçus en tant que membres associés 2 écrivains francophones majeurs qui honorent notre institution. En effet, il s'agissait d'Alexandre Najjar et de Boualem Sansal. Ce dernier, né le 15 octobre 1949 à Teniet El Had en Algérie, est l'un des romanciers et des essayistes francophones les plus brillants, les plus profonds, les plus chers à notre cœur. Comme Alexandre Najjar, il est lui-même issu d'un pays particulièrement important pour nous, Français, et à travers les aléas de l'histoire et de la politique. Qu'il me soit permis ici, brièvement, de rappeler quelques-unes des étapes d'un itinéraire exemplaire. Vous me pardonnerez de ne pas être exhaustif parce que son histoire personnelle est d'une immense richesse. Boualem Sansal est donc né dans les monts de l'Ouarsenis. Son père, d'origine marocaine, est issu d'une famille du Rif au Maroc. Il s'était installé plus tard en Algérie. Il y a épousé Khadija Benal-Louch, qui a reçu une instruction et une éducation européenne. Boualem Sansal passe une partie de son enfance dans le quartier Bellecour à Alger, et tout de suite, je pense qu'un certain nombre d'intervenants de cet après-midi le rappelleront, ça l'a fait écho avec Albert Camus, évidemment. Il fait ensuite un cursus d'ingénieur de haut niveau. En effet, il est passé à l'École nationale polytechnique d'Alger, mais aussi à l'École nationale des télécommunications de Paris, a passé un doctorat de sciences économiques et s'ouvre ainsi une carrière d'enseignant, de chef d'entreprise et de haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie algérien. Dans l'exercice de ses fonctions, il fait une rencontre décisive, celle de Rachid Mimouni, 1945-1995, qui devient son ami, l'encourage à écrire. Survient en 1995 l'assassinat de Mimouni. C'est un tournant dans la carrière de Boualem Sansal, dans la mesure où Boualem Sansal s'engage alors dans un intense effort d'écriture. Désormais, pour lui, il s'agit, en pleine décennie noire, de faire front face au terrorisme islamiste, et également de comprendre ce qui a pu conduire son pays à l'impasse économique, politique et à la montée de l'islamisme. En 1999, il publie son premier ouvrage, Le Serment des barbares. Mis en chantier dès 1997, c'est un succès de librairie. Au printemps 2000, il est invité, Boualem Sansal, au festival du premier roman à Chambéry, et l'été suivant au festival Les Nuits et les Jours de Kerbès. Devenu un écrivain connu en France, mais aussi en Allemagne, en 2009, il est rescapé du séisme meurtrier qui touche sa région à Boumerdès. Porté disparu, il est retrouvé grâce à un appel lancé par la télévision algérienne. La même année, il publie son 3e roman, Dis-moi le paradis, qui est une description de l'Algérie postcoloniale à travers l'itinéraire de Tariq, qui fait la rencontre d'une série de personnages, le tout dans un style très voltairien. On voit bien les œuvres de Voltaire auxquelles on peut faire référence. Il y rencontre une série de personnages. Il démontre un ton très critique envers le pouvoir algérien et notamment envers le symbole boumédienne, parce qu'il y critique la corruption de l'industrie. Il était évidemment bien placé pour connaître les problèmes posés par la Sonatrach, et de la politique, mais aussi l'incapacité à gérer le chaos entraîné par l'indépendance. Il y attaque les islamistes, il dénonce l'arabisation de l'enseignement, ce qui lui vaut d'être limogé. Sous des motifs
qui ne trompe personne, son absence constante, ses déplacements à l'étranger. Désormais, il se consacre entièrement à l'écriture. En 2005, à partir de son histoire personnelle, il écrit Araga, brûleur de route, le nom donné à ceux qui partent par radeau depuis l'Algérie en direction de l'Espagne. En 2006, il publie Poste restante, Alger, lettre ouverte à ses compatriotes. Il est alors l'objet de menaces et d'insultes, mais décide de rester en Algérie, et il écrit encore en 2007 Petit éloge, qui est en fait une mémoire, un ouvrage de mémoire racontant l'aventure des Berbères. En janvier 2008, il publie Le village de l'Allemand, l'histoire du SS Hans Schiller, inspiré d'un fait réel, un SS qui a fui en Égypte et qui, après la défaite allemande, finalement s'est engagé aux côtés de l'armée de libération algérienne dont il devient héros et se retire dans un village perdu de l'Algérie. Boualem Sansal y dénonce la Shoah et l'antisémitisme anti-juif. En 2011, c'est l'année de sa consécration. En effet, il est primé à la fois au Salon du Livre de Francfort, où sont honorées, je cite, des personnalités qui, par leur activité littéraire, scientifique et artistique, ont servi de manière significative la progression des idées pacifistes. Et aussi au Salon du Livre de Jérusalem, ce qui lui vaut de nombreuses critiques dans les pays arabes. Grand ami de la France, il s'interroge en 2018 sur le nouvel antisémitisme en France. En 2024, il obtient la nationalité française par décision du président Macron. Il cherche alors à s'établir en France, où son épouse est hospitalisée. Mais le 16 novembre 2024, il est arrêté à Alger par la police algérienne, s'appuyant sur une ordonnance prise à l'époque du Irak. Le gouvernement algérien l'inculpe alors sous motif d'actes terroristes et subversifs, s'appuyant pour partie sur ses déclarations à propos de la frontière algéro-marocaine. Le 11 décembre 2024, la chambre d'accusation rejette une demande d'appel de sa détention et le maintient en incarcération en dépit de son état de santé inquiétant puisqu'il est atteint du cancer. Son avocat français, François Zimray, n'ayant pu obtenir son visa d'entrée en Algérie le 17 février 2025, nous le savons tous, Boualem Sansal entame une grève de la faim, s'ouvre alors un épisode tragique, pour lui d'abord, mais aussi pour la liberté de penser et d'agir. Je voudrais conclure en rappelant que l'objectif de cette séance est de manifester notre amitié, notre solidarité à Boualem Sansal, l'un de nos académiciens, mais aussi et surtout de renouveler notre appel à la libération de Boualem Sansal, immense écrivain francophone, vivement attaché à la liberté et à la démocratie, autant qu'à l'avenir de son pays natal, l'Algérie, et qui honore notre Académie. Cette libération doit être immédiate et inconditionnelle. En effet, l'œuvre de Boualem Sansal constitue un bien commun de l'humanité, et la peine de 5 ans qu'il a frappée en Algérie est sans fondement aucun. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire perpétuel, pour cette présentation et ces mots surtout que vous venez de prononcer sur l'engagement de tous, toutes sortes d'académiciennes et académiciens de notre institution. Je vous en remercie. Et je donne la parole sans plus tarder à monsieur Jacques Legendre, notre confrère. Je ne sais pas si vous voulez venir à droite ou debout. Je vous en prie. Merci. Qui va nous parler et nous dire « Boualem Sansal n'est pas seul ». Merci. Madame la Présidente, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, Boualem est sans doute très seul aujourd'hui, et pourtant il n'est pas seul parce qu'il appartient à toute une cohorte d'écrivains d'Algérie qui ont brillamment illustré
la langue française et qui sont porteurs de valeurs dont nous nous sentons extrêmement proches. La nouvelle de son arrestation m'a choqué. Un octogénaire qui rentrait chez lui, dans son pays d'origine, alors qu'il aurait pu rester en France où il est honoré en tant qu'écrivain de langue française, a été arrêté. La prise de contact avec l'ambassade de France, alors qu'il est aussi citoyen français, a été refusée. Récuser son avocat français de confession israélite et prétendre lui imposer des avocats algériens qu'il n'avait pas choisis a renforcé la suspicion. Comme beaucoup d'autres, j'ai cherché à comprendre. Boualem Sansal est un membre de notre Académie des sciences d'outre-mer, mais ça n'est pas l'essentiel. Il ne s'agit pas de solidarité corporatiste, il s'agit de savoir pourquoi un bâillon est mis sur la bouche d'un écrivain qui se revendique francophone et en parle avec détermination et profondeur. Pour cela, il faut relire Boualem Sansal. J'ai lu de lui 2084, La fin du monde, paru en 2015 et qui fut, il faut le rappeler, Grand Prix de l'Académie française. Un livre propre, prémonitoire. Et puis, Alger, poste restante, paru en 2006. Je viens d'achever la lecture de son dernier livre, tout récemment paru, La francophonie, parlons-en. Eh bien, comme il en parle bien, avec finesse, ironie, lucidité, comme il parle bien de l'importance des langues en général et du français en particulier. Voici ce qu'il dit. « Je suis un Algérien. Nous n'avons pas la réputation d'être sérieux et capables de formuler des idées intelligentes et pacifiques, surtout au sujet de la France, notre ennemi éternel, comme l'a notifié un de nos plus brillants ministres, ancien marchand de pois chiches à la sauvette. » Quel ton! L'ironie, le style, la faconde, qui ne doit pas en effet lui faire que des amis. Il en est conscient. Il le dit. Le droit n'est pas la liberté de dépasser les bornes. Ai-je intérêt à m'exprimer? Je vais me mettre à dos des gens puissants. Je me faire des ennemis. Et vous surestimez ma notoriété. En France, je suis connu de mes amis et de mon éditeur qui m'héberge. En Algérie, je n'ai que des ennemis qui sont légion. Il tient pourtant à ne pas clamer sa foi en la culture française. Pour lui, il n'y a pas des cultures en France, mais une culture française. En matière de culture, la France était championne du monde. La dite culture m'a royalement nourri de ma naissance à cette époque, qui m'a rendu inculte, acariâtre et presque sourd. Vous en connaissez, vous, des arbres qui donnent à la fois des pommes, des oranges, des dattes, des kiwis, de la mangue, des salsifis et de la betterave. De la culture, il passe à la langue, et le propos se fait grave. La langue est l'enjeu fondamental, la pierre angulaire de l'édifice symbolique national. Sa réflexion sur la langue l'amène à s'exprimer sur l'unité et la nationalité. Se dire de telle nationalité est suffisant pour me reconnaître d'un pays et se faire reconnaître des siens. Me reconnaître pleinement dans le français fait-il de moi un Français, un bon Français, un mauvais Algérien, un raté culturel? Je ne sais plus si c'est moi qui ne reconnais plus mon pays, annexé par son armée et réduit au silence honteux de la garde à vue et du garde à vous, ou si c'est lui qui me rejette. C'est alors Boualem Sansal, au nom de sa liberté de citoyen, qui présente son analyse politique. En Algérie, le gouvernement et ses redoutables partisans jurent que c'est pour l'islam et la langue arabe que les Algériens se sont libérés du joug colonial français. Rien n'est plus mensonger. Le mouvement national qui a mené la lutte pour l'indépendance était très majoritairement sécularisé, francophone, fortement imprégné de culture française. Il rêvait d'un État indépendant, moderne, démocratique, laïque, rassemblant tous ses enfants, pieds noirs et juifs compris. Cette analyse peut être contestée, elle l'est évidemment,
mais elle est celle de tout un courant qui a accepté l'indépendance de l'Algérie et combattu pour elle, mais qui est un courant laïque. Et voilà pourquoi je dis que Boualem Sansal n'est pas seul. En lisant Boualem Sansal, je retrouve les accents, les questionnements d'une grande intellectuelle algérienne, Assia Djebar, qui quitta l'école normale supérieure de Sèvres, dont elle était l'élève, pour fuir à Tunis et rejoindre le FLN, puis devenir ensuite enseignante et écrivaine en Algérie. Mais devoir ensuite quitter son pays pendant la Deuxième Guerre civile, la décennie terrible de la fin des années 90, car elle risquait tout simplement d'être égorgée. J'ai bien connu Assia Djebar, j'ai contribué à lever ses hésitations quand elle se demandait si elle pouvait poser sa candidature à l'Académie française. Elle m'a offert et dédicacé son livre « Ces voix qui m'assiègent en marge de ma francophonie ». C'est elle qui parle de ma francophonie, de sa francophonie. En 2003, elle a publié, 20 ans avant Boualem Sansal, un roman intitulé « La disparition de la langue française », qu'elle situe au moment de la guerre civile algérienne des années 90. Ce qui disparaît dans le roman, c'est pas la langue française, c'est le brillant intellectuel algérien qui la maîtrise parfaitement. Il a vécu, réussi brillamment en France. Mais il veut revenir au pays, car il aime son pays. Il s'installe donc dans un petit port près d'Alger. Il se souvient des valeurs qu'il a voulu défendre, y compris quand il était un maquisard de 16 ans, en 1962. Parmi ces valeurs, il y a la laïcité, un mot qu'il avait du mal à exprimer et à comprendre quand il avait 16 ans. Il confondait laïde et laïque. Voilà, il disparaîtra, enlevé sur une route de Kabylie. Boualem Sansal n'est pas seul, car une pléiade d'écrivains algériens de langue française exprime avec des nuances bien sûr les mêmes interrogations et les mêmes aspirations. Assia Djebar a une très belle formule. Elle parle de territoire, de langue entre deux peuples. Elle admirait Albert Camus, mais aussi, bien sûr, Mouloud Ferraoun, Mameri, Dib, Kateb Yassine, et il y a maintenant Kamel Daoud, prix Goncourt 2024, à cause de qui on ne peut plus lire L'étranger de Camus sans se plonger dans son livre Contre-enquête. Boualem Sansal est une figure majeure de ce territoire entre deux peuples dont les deux peuples ont besoin. C'est un homme courageux, ironique, sans doute, et même caustique. À ce titre, il agace. Mais le monde a besoin, et singulièrement la France et l'Algérie, d'un tel témoin. Situé à la frontière, il peut jouer d'une certaine manière, à notre époque, le rôle dévolu à d'autres moments à un homme des Lumières, à un homme du XVIIIe siècle, méfiant à l'égard de toutes les églises. Et Boualem Sansal ose se proclamer athée et, précise-t-il, ne pas avoir abjuré puisqu'il n'a jamais été croyant. C'est lui qui l'écrit et qui le dit. Il se rend donc parfois insupportable pour les puissants, mais son rôle est superbe dans la défense de la liberté de l'esprit. Vous savez, le roi de France ou le roi de Prusse, Frédéric, n'ont jamais bâillonné Voltaire. Il a été un peu frappé parfois par quelques laquais, mais il n'a jamais été emprisonné. Il est plus que temps aujourd'hui que la parole soit rendue sans concession et le plus vite possible à Voltaire Sansal. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, chers confrères, pour ce bel hommage, plein d'humour également, je vous en remercie, et avec ces mots forts que vous venez de prononcer, je pense qu'ils resteront dans la mémoire de chacun. Je fais appel, si vous le voulez bien, chère Geneviève Götzinger, notre consoeur, qui va nous évoquer Boualem Sansal, un lanceur d'alerte face à la montée de l'islamisme.
Je vous remercie et je vous donne la parole. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères. Boualem Sansal aime les métaphores. Il est une image qui lui est chère, celle du papillon qui, d'un simple battement d'aile, peut provoquer un ouragan à l'autre bout du monde. Il est ce papillon, ce lanceur d'alerte qui espère provoquer une salutaire prise de conscience devant ce danger mortifère qui menace l'homme, l'islamisme politique. Si l'ennemi est le même, Sansal n'est pas Houellebecq. Dans Soumission, Houellebecq imagine la prise du pouvoir par des élections démocratiques. Dans Gouverner au nom d'Allah, Houellebecq nous alerte. Il démontre que cette possibilité n'est pas possible, que ce schéma n'est pas possible. Qui dit conquête du pouvoir par les urnes, dit possibilité de le perdre par les urnes. L'agenda n'est pas celui-là. Il nous alerte. Il n'y aurait pas de retour en arrière, de bonne vieille alternance. L'islamisme entend prendre le pouvoir pour détruire l'ordre impie et préparer le plan de Dieu, la venue du Messie. Pour lui, l'objectif est limpide, l'occupation, la transformation radicale, définitive de cette terre d'infidèles en terre de croyance. Ce que Daesh a fait en Syrie, une éradication totale de l'ancien monde, la renaissance de l'islam, non pas la religion de paix, mais la mystique de la conquête, une prétention globalisante, totalitaire. Boualem est notre Cassandre à nous. Il pressent, il alerte, mais nous ne l'écoutons pas. Pour parler de nous, pour parler de l'homme, il utilise une autre image, plus effrayante, celle de l'oiseau, auquel il nous compare volontiers. L'homme est comme l'oiseau, libre, mais la différence c'est qu'il est idiot. Il peut aller partout, mais il ne cesse de s'inventer des cages. Et la religion est pour Boualem Sansal, l'athée, l'une de ces cages lorsqu'elle s'inscrit dans un projet politique totalitaire. Attention, il n'est pas hostile à la religion en soi. Il reconnaît le rôle individuel qu'elle peut jouer dans la construction de son équilibre intérieur. En revanche, il pourfend la religion lorsqu'elle prétend gouverner la cité. En cela aussi, Boualem est des nôtres, il est français. Notre confrère est un homme libre, infiniment libre. Et c'est cet amour immodéré de la liberté qui l'a conduit à devenir très tôt ce lanceur d'alerte que nous évoquons contre l'islamisme et ses impacts sur nos sociétés. Cet engagement rythme sa vie depuis un bon moment. La menace, il l'a découverte il y a longtemps déjà, chez lui, sur cette terre de lumière, à l'Algérie, qui dans les années 90 sombre dans la pénombre. En 1992, les islamistes plongent son pays natal dans la guerre civile. Lui rejoint un groupe d'intellectuels engagés qui s'est donné le devoir de témoigner et d'alerter le monde. Il est déjà l'objet d'une fatwa. Son combat contre l'islamisme commence, il ne s'arrêtera jamais. Boualem Sansal invente un mot, islamistophobe, un mot qui exprime très clairement la distinction entre la religion, l'islam, il n'est pas islamophobe, et l'islamisme, cette idéologie politique mortifère qui vise à instaurer une vision totalitaire du monde. Et comme Boualem, le scientifique, est devenu un écrivain francophone majeur, c'est évidemment la plume qui s'impose comme l'instrument naturel de son combat. Un combat planétaire pour celui qui est très vite convaincu que l'islamisme n'est pas un problème algérien, mais un problème mondial. On garde tous en mémoire cette lettre adressée en octobre 2022 à l'attention du secrétaire général des Nations Unies, baptisée « Lettre d'amitié, de respect et de mise en garde aux peuples et aux nations de la Terre ». Un manifeste à l'humour féroce pour appeler à sortir de l'âge des dieux et à entrer dans celui des hommes. Boualem et Cassandre, on ne l'écoute pas. Ce jour-là, on ne lui répond pas. C'est peut-être dans 2084, La fin du monde, publié en 2015 et récompensé du Grand Prix du roman de l'Académie française, qu'il exprime avec le plus de gravité et de beauté cet engagement. Dans 2024, il imagine, nombreux d'entre nous l'ont lu, une dictature islamiste mondiale, l'Abystan, un pays où la vie est rythmée par des pèlerinages sans fin et le spectacle de châtiments publics. Dans 2084, contrairement à 1984, dont le livre est inspiré, il n'y a pas d'histoire d'amour, car dans l'Abystan, les femmes et les hommes ne se rencontrent jamais. L'amour n'a pas sa place dans un régime islamiste. Le mariage, bien sûr, y est présent, précoce,
strictement dédié à la gestion des pulsions physiques avec comme but ultime la procréation. Pour Boualem Sansal, l'Abystan n'est pas une dystopie, il lui suffit de regarder autour de lui. Il pointe l'exemple de la Tunisie de l'après-Ben Ali, un pays qui fait des concessions, un pays laïque, mais qui s'empresse d'écrire dans la Constitution que l'islam est une religion d'État. Et l'Occident, et la France, notre pays, son pays. Ce pays dont Boualem est devenu un citoyen inquiet, ou plutôt lucide. Boualem est Charlie, il défend le droit de critiquer toutes les religions. Il pourfend les communicants de l'islamisme qui ont réussi à culpabiliser l'Occident, comme s'il fallait prendre les bourreaux pour des victimes. Dans le train d'Erlingen, ou la métamorphose de Dieu, cet esprit fantasque et inquiet observe les ravages de la propagation d'une foi sectaire dans nos démocraties fatiguées. L'ouvrage se présente sous la forme de feuillets narratifs interposés, lettres douteux, la mère à sa fille à Londres. La ville en crise souffre, elle reçoit les échos de la mondialisation de l'islamisme. Les populations se sentent cernées par cette idéologie, la peur s'installe, on vit comme dans un camp, on attend le train. La comparaison est limpide entre islamistes et nazis. Pour Boualem Sansal, les idéologies sont proches avec les mêmes repères, le culte du chef, de la race élue, les sous-produits de l'humanité qu'il faut détruire, nous autres mécréants. Face au péril, la tendance au déni est identique, tendance à ne pas réagir, comme dans l'Europe des années 30, lors de la montée des périls. Le livre rappelle aussi le désert des Tartares de Buzzati. On attend les envahisseurs, et tant que ça ne frappe pas notre porte, on ne se sent pas concerné. Boualem Sansal est intransigeant parce qu'il sait de quoi il parle. Les négociations ne sont pas possibles. 300 000 morts en Algérie. Une radicalité à laquelle s'oppose naturellement une autre radicalité. C'est en Algérie le système militaro-policier qui le retient aujourd'hui prisonnier. C'est partout la perspective de systèmes très durs décidés à combattre l'islamisme par les armes. Et pour lui, le mal est déjà chez nous. Il l'explique de sa voix douce, avec la force de ses convictions. Les actes terroristes ne constituent pas des actes isolés, mais une véritable guérilla visant à s'étendre en une guerre totale. Et reconnaissons-le, dans certains quartiers, cela se passe déjà un peu comme il le décrit. Cet univers totalitaire où des pans entiers de population sont mis au service d'une foi. Ce n'est pas une dystopie, c'est déjà une réalité. Boualem se fait imprécateur pour critiquer la gestion de la laïcité par notre République, estimant qu'elle est inadaptée et par conséquent désastreuse face aux défis posés par l'islamisme. Il le proclame, l'islamisme, même à faible dose, peut déstabiliser un pays. Il alerte encore et encore. L'islamisme modéré n'existe pas, c'est une stratégie pour atteindre le pouvoir. Et nos esprits cartésiens ne doivent pas se tromper. L'islam politique, ce n'est pas la démocratie chrétienne. Ici, il s'agit de détruire le pouvoir de l'homme, d'en faire un croyant, pas un citoyen. Il se bat contre notre naïveté, parfois contre notre lâcheté. Il constate que dans cette phase de notre histoire collective, les faibles, les velléitaires, les invertébrés pullulent. Chacun se replie sur soi, sur sa famille. La nation s'efface devant une galaxie de communautés, chacun brillant autour de son soleil. Son combat, c'est celui pour notre liberté à tous. Et l'histoire est là pour rappeler que l'on a toujours intérêt à écouter Cassandre. Merci beaucoup, chers consoeurs, pour cette présentation si alerte du parcours justement d'un lanceur d'alerte. Courageux, c'est tout à fait remarquable, merci beaucoup. Nous avons vibré avec vous et je donne la parole à notre confrère monsieur Vincent Hervouet, s'il veut bien prendre la parole. Merci. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Madame la Ministre, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, vous avez rappelé, Monsieur le Secrétaire perpétuel, la séance de septembre 2023 où Boualem Sansal a été donc accueilli et installé dans notre confrérie. Pierre Gély m'avait confié le soin de dresser son portrait et c'était un grand honneur et je lui en suis toujours reconnaissant parce que c'était aussi le point de départ d'une amitié. La présence de Boualem Sansal est un honneur pour cette académie et elle nous honore et elle nous oblige, évidemment. Je me réjouis de l'organisation de cette séance spéciale. Je
Je regrette un peu qu'elle soit tardive. Je me désole surtout que notre voix porte si peu, notamment au-delà de la Méditerranée, et que notre influence sur le cours des événements soit nulle. Alors, beaucoup a déjà été dit et très bien par mes confrères sur notre ami, son itinéraire singulier, son œuvre, son combat, son courage, et heureusement qu'il en a beaucoup, du courage, et pas seulement du courage intellectuel. Moi, j'ai trouvé qu'il était éclatant, son courage, dans le récit qu'a fait de son procès devant le tribunal de Dar el-Beida, tel que l'est raconté par l'envoyé spécial du journal Etchourouk, et que la revue politique et parlementaire a d'ailleurs traduit parfaitement. Audience très ordinaire, elle l'était vraiment ordinaire parce que le procès de l'innocent sacrifié par le pouvoir nous est familier. Etchourouk était autrefois le quotidien des frères musulmans. C'est aujourd'hui l'un des organes officiels du régime algérien. Le rédacteur qui assiste à l'audience fait sa besogne, qui est d'accabler l'accusé, évidemment, l'accusé qui a reconnu les faits selon lui, de louer la patience du juge, l'énergie du procureur, le procès équitable. Il souligne la bonne mine du détenu dont on sait pourtant qu'il souffre d'un cancer. Ça prouve selon lui qu'il n'a pas été soumis à des pressions au cours de sa détention. Il est bien forcé toutefois de noter la simplicité, la douceur, la gentillesse, il dit pas ça, il dit le calme, la dignité de Boualem Sansal, et de relever qu'il se défend seul, sans avocat, sans traducteur, alors qu'il ne parle ni l'arabe ni le darija, sans le soutien de sa famille, sans le soutien d'un représentant du consulat de France, évidemment. Alors, au risque de vous choquer, cher Jacques Legendre, je considère que Boualem Sansal est un homme seul, même s'il a autour de lui toute cette cohorte d'écrivains, d'amoureux de la langue, cette pléiade, et toute la fraternité humaine à laquelle il croit. Mais il est quand même seul toutes les nuits dans sa cellule ou dans sa chambre d'hôpital. Et pour lui venir en aide, il faut bien noter qu'on s'est remué à Paris, mais on s'est remué un peu. Un peu parce que son portrait n'orne aucun édifice public, aucune mairie, aucune chaîne télévisée n'égrène à 20h son calvaire, aucun boycott n'a été organisé, et pourtant c'est bien parce qu'il est français que Boualem Sansal a été pris pour cible. Il s'agit d'humilier la France et son président. Le Premier ministre Bayrou avait parlé de 6 ou 8 semaines, je crois me souvenir. Elles sont passées, il ne s'est rien passé en réalité, et heureusement que le comité de soutien est là, avec vous, Noël, avec vous, cher Arnaud, pour sauver l'honneur, en quelque sorte. Pour une fois qu'un Français est pris en otage par un État, et non par une organisation terroriste ou par des coupeurs de route, que la mobilisation de l'opinion évidemment indiffère, et bien pour une fois on aurait pu espérer davantage. Alors il y a bien eu un mouvement de solidarité à Paris, tout le monde l'a noté, il y a eu évidemment sur la rive gauche la pétition des lauréats de l'Académie française, ça fait un peu de bruit. Et puis sur la rive droite du pouvoir, en tout cas, le ministre Retailleau, devenu la tête de turc du régime algérien, et qui paye cher au demeurant, en termes de crédit politique, d'avoir échoué à faire admettre en Algérie les Algériens qu'il avait expulsés en urgence. Beaucoup manifestent leur solidarité avec Boualem, mais souvent à mi-voix, avec une sorte de gêne. Et de toute façon, personne ne lui porte des oranges, ne surveille sa chimio, ne lui envoie de colis. On parle de Sansal, et c'est nécessaire, mais cette aide n'est guère efficace, puisque ça fait maintenant pratiquement 5 mois qu'il est dans sa cellule de l'hôpital ou en prison, et personne ne sait combien de temps ça va encore durer. On espère une grâce présidentielle, mais on remarque qu'il n'a pas été gracié pour l'Aïd, et alors que les deux chefs d'État s'étaient entretenus au téléphone, que lors de la réconciliation avait sonné, on saluait la reprise du dialogue. On compte sur le président Tebboune, mais le parquet a fait appel de la condamnation à 5 ans, qu'il ne trouve pas assez lourde. Quel paradoxe, bientôt il va falloir
plaindre le président Tebboune, dont les élans généreux seraient entravés à l'unisson de la presse d'Alger, qui voyait dans l'écrivain une marionnette révisionniste anti-algérienne, ou un agent de la France macronito-sioniste. Le président Tebboune disait fin février que Sansal n'avait pas livré tous ses secrets. Pourtant, sa clairvoyance a été célébrée par le président Macron. À la suite du coup de fil présidentiel, le ministre Barrot s'est rendu le week-end dernier sans attendre à Alger pour engager la reprise de la coopération comme si de rien n'était. Les visas toujours plus nombreux, les OQTF dont le sort doit donc se décider comme selon la tradition entre les préfets et les consuls algériens, les accords de 68 qui restent intouchables, les passeports diplomatiques si utiles à la nomenclatura, la fin des expulsions en urgence, comme s'il fallait payer la rançon d'une libération, mais sans que l'otage soit restitué et mis en lieu sûr. Le ministre a discuté pendant 2h20 avec le président Tebboune, et enfin, il a évoqué le cas de Boualem pour réclamer un geste d'humanité au regard de son âge et de son état de santé. Il ne dit pas qu'il est innocent. Il ne réclame pas sa libération. Il n'exige pas qu'on l'autorise ensuite à regagner la France. Il se contente d'espérer un peu d'humanité. C'est faire preuve de beaucoup de patience et de beaucoup d'optimisme sur la nature du régime algérien. C'est prendre le risque que Boualem ne soit autorisé à rentrer en France que pour s'y faire enterrer. Et je remarque la déclaration ce matin du président Macron qui inaugurait le Salon du Livre et à qui on posait la question, mais que devient cet écrivain, et qui a dit qu'il avait confiance que les autorités algériennes évidemment, prennent la décision qui permettra à l'écrivain de recouvrer une certaine liberté, de se soigner et de pouvoir réécrire. La liberté pleine et entière serait sans doute trop demandée. Et tout ça nous amène quand même à réfléchir. Tout ça donne raison en fait à Boualem Sansal, l'écrivain qui n'a eu de cesse de dénoncer la naïveté de la France officielle qui sous-estime la malignité des islamistes et de leurs amis. Le reporter du journal El Chourouk a pris tout son temps pour justifier le procès qui est inique, pour louer les magistrats, et sans rire, glorifier ce théâtre judiciaire. La justice algérienne a levé l'étendard de la vérité, a-t-il écrit. Alors là, vraiment, on se dit que Boualem Sansal a été prophétique parce que dans 2084, le mensonge, évidemment, est la vérité. Un comité de la santé morale se charge de l'imposer. Un ministère des archives, des livres sacrés, des mémoires saintes s'occupe de trafiquer l'histoire et de rendre le peuple amnésique. Et c'est pour avoir évoqué ce passé, la sorte de suzeraineté qu'exerçait le sultan marocain sur les villes de l'ouest algérien, que Boualem Sansal a été emprisonné, jugé et condamné. Notre confrère vit depuis 5 mois le cauchemar totalitaire qu'il a décrit. Son procès est digne de l'Abystan, l'empire qu'il a imaginé, et les moqueries trouvées en fouillant ses SMS, et c'est vrai qu'il est assez moqueur, en fouillant les SMS, non seulement la dérision dont il faisait preuve, et dans son ordinateur aussi, et puis son amitié aussi pour 2 ambassadeurs de France, lui valent donc 5 ans de prison. Je voudrais conclure d'un mot sur tout ce que cette affaire nous aura appris. Alors, il y a des choses qui sont très déplaisantes, notamment qu'il existe des réseaux qui se sont mobilisés dès son arrestation pour la justifier, l'applaudir et intimider ceux qui la contestaient. Il y a eu les influenceurs qui appellent au meurtre et dont certains devront rendre des comptes à la justice, heureusement. Tous ne sont pas des enragés auto-radicalisés, il paraît même que certains auraient agi sur ordre. Il y a aussi les réseaux qui sont employés à mettre un édredon sur le scandale. J'imagine qu'il serait déplacé d'évoquer les porteurs de valises du FLN qui auraient des héritiers. En tout cas, il y a des gens qui, certains diront toujours, de critiquer le régime algérien et qui sont prêts à assimiler leurs adversaires à des suppôts de l'OS. On les lit et on comprend mieux pourquoi la situation des détenus d'opinion, des détenus politiques en Algérie, qu'on estimait au dernier pointage à 250 quand même, ne fait ici l'objet d'aucune publicité. Et puis il y a enfin la prudence du pouvoir exécutif en France,
qui semble redouter par-dessus tout les répercussions de cette crise franco-algérienne, ce qui justifie là encore le pessimisme radical dont Boualem fait preuve sur l'avenir de la France et de notre civilisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers confrères, pour ces rappels et pour cette interpellation et qui s'adresse à nous tous. Je vous en remercie. Et je vais donner la parole, s'il le veut bien, à notre confrère Denis Fada, qui va nous parler par visioconférence. Merci. Bienvenue. Oui, cher confrère. Vous m'entendez? Oui. Bon, parfait. Chère présidente, chère secrétaire perpétuelle, chers consoeurs, chers confrères, chers amis. Boualem Sansal, en détention depuis près de 5 mois, doit beaucoup s'interroger. Se demander ce que font ses amis, ce que font les pouvoirs publics. Lui, si français, doit se sentir abandonné. Et pourtant, je n'ai aucun mal à imaginer, si les rôles étaient inversés, ce que sa générosité, son courage, son sens de l'amitié lui feraient faire. Il nous interpelle. Durant des années, il a crié son amour de la langue française, qu'il a su faire vivre dans une œuvre remarquable. Il a exprimé aussi son amour de la France et nous a avertis avec insistance des dangers qu'elle court. Dans un article que je lui avais demandé en 2014 et qu'il a intitulé « Le français, une clé pour l'avenir », il évoquait l'origine de son amour pour notre langue en ces termes, je le cite. « Quand je suis né, l'Algérie était la France et la vie semblait installée dans l'éternité pour les jeunes pousses que nous étions. Le français était à l'honneur, rien n'était plus important. À la base, il y avait un discours sur la civilisation, il ne laissait personne indifférent, il y avait de l'émulation. Le français m'a été infusé dans ce contexte avec mes premiers biberons. En septembre 2024, il a publié « Le français, parlons-en ». Il nous interpelle. « France, qu'as-tu fait de ta langue ?» écrit-il. Un cri d'alarme. Il nous dit pourquoi et comment la francophonie peut et doit réenchanter le monde. Il semble nous interroger. Et vous, l'aimez-vous comme elle doit être aimée, la langue française? Son œuvre, nous la connaissons, elle est considérable, des ouvrages qui lui ont valu un grand nombre de prix, dont le Grand Prix de la francophonie et le Grand Prix du roman décerné par l'Académie française, et le prestigieux prix de la paix des libraires allemands. Dans ses romans, il fait preuve d'une imagination romanesque foisonnante, mais une imagination qui puise dans la réalité et en dessine la complexité, en scrute les failles, en rend sensibles les abîmes. Ses détracteurs les lisent avec la plus grande attention et même entre les lignes. Ils ne les comprennent pas toujours bien, mais ils critiquent, et quelquefois avec violence. Mais rien ne peut arrêter Boualem Sansal, car il a décidé une fois pour toutes d'être un homme libre, sachant que si l'écrivain est assujetti à une nécessité, c'est bien à la liberté. Lorsque certains s'étonnent de le voir prendre tant de risques,
il lui arrive de leur répondre: est-ce que la tranquillité doit passer avant la liberté? Aujourd'hui, ces mots résonnent en nous. Il y a chez lui le courage, on l'a dit, mais il y a aussi une haute idée des devoirs de l'écrivain. En exergue de son livre Le village de l'Allemand, évoquant une imaginaire correctrice des épreuves de l'ouvrage, il fait dire à son héros: elle dit qu'il y a dans ce livre des parallèles dangereux qui pourraient me valoir des ennuis. Je m'en fiche. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit, point, et je signe. Il fait ainsi écho au célèbre aphorisme de René Char: tu ne peux pas te relire, mais tu peux signer. Dans ses ouvrages, il aborde des thèmes que bien peu oseraient seulement mentionner. Ainsi, dans le village encore, il évoque la tragédie de la Shoah et ceux qui veulent tout en ignorer. En 2012, il a essuyé les critiques les plus virulentes pour s'être rendu à Jérusalem au Festival international des écrivains. Un prix littéraire lui a été alors retiré. Inévitablement, on le rapproche d'Albert Camus, et je ne fais pas seulement référence, bien sûr, au fait que le quartier de Bellecour, comme l'a souligné le secrétaire perpétuel, au fait que le quartier de Bellecour les a réunis. Camus rue de Lyon, lui rue Darwin, à 2 pas. D'ailleurs, dans son ouvrage Rue Darwin, il fait référence à cet autre enfant de Bellecour, ressortissant de la rue de Lyon, le fils de la vieille Catherine, la voisine du quartier. Outre le talent, les rapproche la hauteur de vue, la liberté d'esprit, la franchise, l'amour passionné de leur même terre, l'affection profonde pour tous ceux qui l'habitent, la tolérance, le goût du dialogue et surtout, une profonde humanité qui, tant chez l'un que chez l'autre, a été bien mal comprise. S'ils avaient vécu dans la même époque, ils auraient certainement aimé tous deux se retrouver chez Charlot, la si célèbre librairie d'Alger. Une grande partie de son œuvre vise à nous éclairer, à nous rendre lucides, à nous faire voir les réalités du temps présent. C'est particulièrement le cas dans 2084, La fin du monde, paru en 2015, livre qui a déjà été cité, et comme on l'a dit, qui lui a valu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Dans cet ouvrage, à la faveur de l'épreuve qu'a constituée sa maladie, le héros, Ati, devient réellement vivant, c'est-à-dire éveillé, décidé. Un étrange mot venu de loin prend forme: liberté. Ce cri intérieur surgit alors que Ati est soumis, comme tous, à la loi implacable de l'Abystan, un immense empire sans frontières et sans passé. 2084 est en effet le roman d'une conversion qui prend l'aspect d'une subversion dans un monde où il est obligatoire de croire, ou tout au moins de faire comme si on croyait. Il écrit: il eut la révélation de la réalité profonde du conditionnement qui faisait de lui et de chacun une machine bornée et fière de l'être, un croyant heureux de sa cécité. Si la référence du roman est évidemment
l'Uchronie imaginée par Orwell dans 1984, la source se situe dans la pensée de Camus, et notamment dans son cycle consacré à la révolte. C'est l'esprit de révolte qui manque aux Abystanais. L'avertissement qui figure au début de l'ouvrage ne dupe personne. Je cite: « C'est une œuvre de pure invention. Le monde que je décris dans ce livre n'existe pas et n'a aucune raison d'exister à l'avenir. Dormez tranquille, bonnes gens, tout est parfaitement faux et le reste est sous contrôle. » On reconnaît bien là l'ironie malicieuse de notre confrère. Ceux d'entre nous qui ont participé au voyage d'études que nous avons organisé en Algérie en 2012 se souviennent de notre émouvant passage à Mondovì, aujourd'hui Dréan, le village natal de Camus. À l'issue de ce voyage, à Alger, Boualem Sansal nous a fait l'amitié de nous rejoindre à la réception donnée en notre honneur par l'ambassadeur de France. Auparavant, le 12 juin 2012, il avait fait une communication devant notre compagnie sur le thème « Histoire et identité ». Il est venu encore parmi nous le 3 octobre 2019 pour intervenir dans le cadre du colloque organisé conjointement par l'Académie des sciences de l'outre-mer et la Renaissance française sur Notre-Dame de Paris. À cette occasion, il nous confiait son très grand intérêt pour les cathédrales. Le 4 décembre 2014, dans le discours qu'il prononça ici dans le cadre de notre académie, après avoir reçu la médaille d'or de la Renaissance française pour l'ensemble de son œuvre, il nous disait à quel point il était heureux. Je le cite: « Heureux de posséder un peu de cette richesse qu'est la culture française et d'être quelque part le produit de l'histoire de France. » Et il ajoutait: « La France est dans le cœur et l'esprit de centaines de millions de personnes à travers le monde. Peu de pays, voire aucun, j'ai cherché, peuvent se flatter de recueillir une telle masse de sympathie, d'admiration, de reconnaissance et d'amour. La France lui rend-elle l'amour qu'il lui porte? Il nous interpelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de ce récit qui nous rapproche encore plus de Boualem Sansal, qui nous montre les liens qui ont existé entre lui et l'Académie, bien évidemment, et les liens d'amitié avec les uns et les autres. Je pense que c'est extrêmement important, c'était aussi notre idée. Je vous en remercie et je donne la parole au professeur Frémaux, s'il le veut bien. Merci. Il nous parlera de l'histoire pour une Algérie et une France rassemblées. Merci. Merci, merci Madame la Présidente, merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers confrères, chères consoeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis. Donc je parlerai moins ici ou très peu de l'œuvre littéraire et de l'œuvre de la pensée de Boualem Sansal, qui a été largement présentée et largement illustrée avec beaucoup de force ici. J'aimerais, en historien, essayer de resituer un petit l'affaire dans laquelle nous sommes plongés dans un grand courant à la fois historiographique et historique qui a des enjeux, je pense, extrêmement importants. Et donc,
je voudrais, avant de revenir à Boualem Sansal, dire il y a au fond, nous sommes ici à la croisée de deux récits qu'on pourrait appeler des récits nationaux. Un récit officiel algérien accusant systématiquement la politique de la France en Algérie depuis 1830, qui est développé par l'idéologie officielle, qui est développé largement par la presse algérienne, qui est reprise malheureusement largement en France aussi, par nombre de Français, les uns d'origine algérienne musulmane, influencés par ce qu'ils entendent en Algérie, et les autres par un certain nombre de partis désireux de se rassembler dans les principes de l'anticolonialisme et dans la construction d'un front antifasciste toujours nécessaire et toujours présent. Bien. D'autre part, un récit officiel français qui, lui, est extrêmement difficile à constituer. Pendant longtemps, on a eu un récit républicain marqué par des valeurs universalistes, émancipatrices, qui prétendait que la conquête et la possession de l'Algérie s'étaient faites donc au nom de principes républicains, et récit qui s'est imposé entre 1830 et 1950 pratiquement dans l'ensemble de la classe politique et de l'opinion française. Et puis ce discours devenant évidemment difficile à tenir pendant et après la guerre d'Algérie, il s'est substitué un second discours, républicain toujours, mais incluant la décolonisation comme un prolongement logique de cet héritage, donc discours imposé d'abord puis largement diffusé à partir de 1960, dans lequel nous vivons encore aujourd'hui, et discours qui au fond prêchait désormais pour l'Algérie une certaine indifférence. Bon. On a été jusqu'à dire que, au fond, ces gens pouvaient s'entrégorger, ça ne nous concernait plus. Bien. Et ce discours, au fond, il est difficile à maintenir par rapport au discours algérien qui est beaucoup plus offensif. D'un côté, vous avez donc une espèce de discours français de laisser aller, en quelque sorte. Bon, l'Algérie est indépendante, c'est très bien. Et d'autre part, le discours algérien, la France doit rendre des comptes à l'Algérie. Bon, c'est l'hymne national algérien, enfin, un couplet en tout cas, comme vous savez. Bon, ce flot d'affirmations, des deux côtés d'ailleurs, cache au fond une très grande ignorance de la période des rapports franco-algériens, qu'il s'agisse de la conquête, de la colonisation, de la guerre, mais aussi des réalités d'aujourd'hui. Et au fond, l'enseignement d'ailleurs est négligé des deux côtés, de sorte que vitam silencio transeunt veluti pecora, ils passent leur vie comme des animaux. Bien, ça c'est de Sallust. Alors, pourquoi j'ai constaté moi-même l'enseignement de la guerre d'Algérie en France, par exemple, c'est quelque chose qui est totalement négligé. Je suis en pension depuis 2017 et le cours que je faisais sur la guerre d'Algérie à la Sorbonne, personne n'en a pris la suite. Bien, pour donner un exemple. Bon, mais malgré tout, l'histoire, elle existe. Il n'est pas besoin de demander aux historiens de travailler comme si les historiens n'avaient jamais travaillé auparavant, d'ailleurs. En fait, ils ont élaboré depuis des générations une histoire des rapports franco-algériens, un récit parfaitement cohérent pour des lecteurs exigeants, pour des enseignants impartiaux, pour des élèves, des auditoires qui seraient avides d'apprendre. Bon, il y a toujours bien sûr à apprendre, il y a toujours à approfondir, mais on peut dire qu'on ait largement de quoi réfléchir. Et alors que nous apprend cette histoire à propos de l'épisode que nous avons malheureux, qui nous rassemble ici? C'est que Boualem Sansal est une figure de la solidarité qui s'est fondée depuis le cadre colonial, il faut bien le reconnaître, en dépit des injustices du cadre colonial, et à travers lequel des hommes de bonne volonté ont tenté constamment de faire dialoguer les deux pays. Je crois que c'est ça qui est extrêmement important. La fin de la colonisation, bien sûr, n'a pas mis fin à ce courant d'amitié qui repose sur une longue familiarité et sur une sensibilité commune pour ceux qui sont capables de la ressentir, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et cette amitié, on la trouve à tous les niveaux, des relations les plus quotidiennes aux échanges les plus élevés. Je les trouve avec mes doctorants, et je les trouve, je le dis très banalement, avec mon marchand de légumes au marché.
qui est kabyle. Bon, c'est comme ça. Et au fond, ces hommes ont été ce qu'on appelle des hommes du milieu. Hein, des hommes du milieu, ce que les Grecs appelaient de la mésotis, hein, le milieu justement. Ce que Aristote disait, mais ce milieu qui est un sommet, c'est pas un milieu comme ceci, c'est un milieu comme ceci. La pointe de la courbe, si vous voulez. Ce que les Arabes appellent la wasatiyya, c'est aussi le même milieu. C'est un juste milieu, aurea mediocritas, un juste milieu qui vaut de l'or, hein, un milieu qui vaut de l'or. Hein. Ça n'a rien à voir avec le centrisme, bien évidemment. Hein. Il ne s'agit pas de faire plaisir à tout le monde, il s'agit de se réunir là où, dans les domaines les plus élevés. Et des hommes comme ça, on en a un certain nombre dans l'histoire de l'Algérie. On pourrait écrire un livre, d'ailleurs ce serait un livre intéressant. Si Dieu me prête vie, je l'écrirai peut-être un jour. Une longue lignée de personnages dans lesquels on trouve par exemple Ismaël Urbain, dont a parlé notre ami, dont a écrit notre ami, m'a regretté, Michel Levallois. Deux hommes que je voudrais présenter, je ne vais pas faire une liste, hein. Chérif Ben Abilès. Chérif Ben Abilès qui avait pensé dans sa jeunesse écrire un livre qui s'appelait Les âmes frontières, hein, qui a été sénateur au Parlement français, assassiné par le FLN en 1959. Mouloud Feraoun. Mouloud Feraoun qui évidemment était très critique vis-à-vis du comportement de l'armée française en Algérie, mais qui, lorsqu'on entendait les concerts de casseroles des Pieds Noirs, en 1961, disait qu'il était extrêmement ému. Il n'avait pas l'attitude du général Ayré, qui trouvait ça ridicule. Bon, mais Ayré était seulement polytechnicien, et il n'était pas né en Algérie de toute façon. Et donc, on peut rapprocher justement ces deux hommes. Et vous savez, Mouloud Feraoun, assassiné par l'OAS, on n'a pas besoin de le rappeler. Donc, des gens qui ont essayé de traverser justement les deux univers, des âmes frontières, ou des hommes frontières, si vous voulez, mais dont on voit qu'ils ont été, en général, extrêmement haïs. Hein, pendant longtemps, d'ailleurs, il faut bien reconnaître, c'était ceux qui essayaient de susciter des réformes dans l'Algérie française, dans l'Algérie coloniale, qui se heurtaient à un mur de haine extraordinaire. C'est encore, je lisais encore récemment, le gouverneur Violette insulté par une nuée de représentants des élus d'Algérie française, bien sûr, qui menaçaient de lui casser la figure. Et comme faisait remarquer un commentateur, c'était certainement un pléonasme. Bon. Ils le sont. Et des gens comme ça, ils le sont encore. Hein. Il force de reconnaître que tous les hommes, toutes les personnes qui essayent de parler de manière modérée se font très souvent insulter, ne sont pas écoutés ou, comme notre ami Boualem Sansal, sont arrêtés. Hein. Tout se passe comme si, au fond, un certain nombre de gens voulait faire prévaloir une haine mutuelle entre les Français et les Algériens, les uns parce qu'ils trouvent un intérêt politique ou un intérêt commercial, les autres aussi au bénéfice d'opérations crapuleuses. Bon, tout à fait évident. Et d'autres, ou les mêmes, peut-être, voudraient faire croire que cette haine est vraiment le fond des relations franco-algériennes. Moi, c'est ce que je ne crois pas. Hein. Je crois qu'au contraire, il faut combattre cette haine, défendre cette amitié, ne pas obliger à choisir. Se rappeler ce qu'écrivait, par exemple, l'émir Abdelkader. Signe, on lui disait, signe, c'est le gouvernement français qui disait, signe ce traité. Et on dit, signe ou ne signe pas, mais ton refus sera la guerre. Et bien moi, je ne signe pas et je veux seulement la paix. Hein. Camus, qui disait, il faut choisir son camp, crient les repus de la haine. Je l'ai choisi, j'ai choisi mon pays, j'ai choisi l'Algérie de la justice, où Français et Arabes s'associeront librement. Et un dernier propos, parole de Marc Bloch, c'est un pauvre cœur que celui à qui il est interdit de renfermer plus d'une tendresse. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers confrères, chers professeurs, pour ces paroles à la fois pleines d'humour et d'émotion.
qui effectivement nous font revivre la complexité de cette situation. Je vous en remercie et les liens en mettant très fort. Si vous le voulez bien, et avant que nous puissions tirer non pas quelques conclusions, mais au contraire quelques mots à partager ensemble à la fin, je voudrais donner la parole, si vous le voulez bien, Madame la présidente du comité de soutien à Boualem Sansal. Je vous en prie, Madame. La présidente ou la ministre, je ne sais pas, mais en tous les cas, éminente juriste que vous connaissez bien. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Présidente et Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs et mes chers amis, puisque je reconnais quelques amis ici. Merci d'abord d'avoir organisé cette séance tout à fait passionnante, puisque j'ai beaucoup appris. Toutes les interventions ont bien symbolisé ce que représentait pour nous Boualem Sansal. Ce qui est un plus, puisque je peux vous dire de source sûre que le gouvernement algérien ne s'attendait absolument pas à la mobilisation, qui malgré tout est importante, puisque l'ensemble des médias suit notre mobilisation et l'ensemble de l'arc républicain, puisque ici on ne fait pas de politique, mais comme on est français, on a une certaine liberté d'expression, donc se sont exclus de l'arc républicain en ce qui concerne la mobilisation pour la libération de Boualem Sansal, les Verts, le Parti communiste et LFI. Nous les accueillerions avec grand plaisir s'ils nous rejoignaient, mais pour l'instant, ils n'ont pas décidé de le faire. Alors, c'est vrai que tout ce que vous avez dit sur ce que représente pour nous, à la fois pour la France et à la fois pour le passé et le présent français avec l'Algérie, Boualem. C'est d'abord une personnalité, un intellectuel qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler la communauté universelle des écrivains, qui est très bien représentée en France, puisque la littérature française, en tous les cas, c'était le cas pendant longtemps, et c'est encore le cas, est de dimension universelle. Elle a une aura dans le monde entier. C'est aussi un écrivain francophone. Et vous l'avez souligné, Vincent, il ne parle pas arabe. Il a demandé de pouvoir s'exprimer en français lors de son procès. Et il est l'un des turiféraires de notre langue, comme en témoigne son dernier ouvrage, Le français parlons-en. Il considère que c'est la langue de la liberté. Et enfin, il représente ce qu'on appelle chez nous l'esprit voltairien, c'est-à-dire la liberté d'expression au risque de sa vie, au risque de sa liberté, comme ça était le cas de Voltaire, mais qui était incarcéré dans des conditions un peu moins dures que Boualem. Alors, quelques mots sur le comité de soutien, et où en est-il et où en est-on? Je vais essayer d'être bref. Le comité de soutien, et je voudrais rendre hommage à Arnaud Benedetti, qui en est le secrétaire général, on forme un duo indéfectible, et je te demanderai, si vous permettez, Madame la Présidente, peut-être de dire quelques mots et d'ajouter ce que tu voulais annoncer que je ne connais peut-être pas, puisque cette situation évolue de jour en jour. Le comité de soutien s'est mobilisé presque instantanément, puisque il comporte 1500 membres, uniquement des décideurs, parce que nous aurions pu évidemment élargir, il y a beaucoup de jeunes qui souhaiteraient y adhérer, mais c'est une gestion un peu compliquée. 20 nationalités, beaucoup de politiques, les 2/3 du Sénat, grâce au président Larcher, 1/3 de l'Assemblée nationale, les 2 anciens présidents de la République, à peu près tous les premiers ministres, sauf certains, pour ne pas être désobligeant, mais que Vincent peut imaginer que je ne citerai pas, et beaucoup de maires. Et tous les jours, nous avons des invitations pour nous rendre dans des mairies, la dernière étant pas la mairie de Marseille elle-même, mais certaines mairies d'arrondissement de Marseille. Nous allons aller aussi bientôt dans d'autres mairies. Donc, une forte mobilisation politique, ce qui montre que cette incarcération qui est ahurissante au début du XXIe siècle, pour un écrivain qui se rend chez lui et qui est l'otage des relations entre la France et l'Algérie, c'est un enjeu politique. Ce qui est curieux, parce que ceux qui connaissent Boualem Sansal savent qu'il est aussi éloigné de la politique que l'oiseau qui vole dans le ciel est éloigné de la terre.
Ça n'est pas du tout un politique. C'est un penseur, c'est un libre penseur, c'est un homme de liberté, mais il lui a été reproché un certain nombre de fréquentations politiques, mais ça n'était pas du tout son objectif. Son objectif, c'est, comme vous l'avez dit, le Cassandre, de nous mettre en garde contre un certain basculement que en tous les cas, les gens de ma génération pensent non pas fatal, mais très probable, un basculement dans une forme de totalitarisme. J'étais très amie avec certains dessinateurs de Charlie Hebdo, puisque je préside l'association des amis d'Honoré Daumier. On a fait des livres ensemble, et je considère que depuis le 7 janvier 2015, nous n'avons plus la libre disposition de la liberté d'expression en France, et j'estime que depuis le 16 novembre 2024, nous n'avons plus non plus la liberté d'expression, même en tant qu'écrivain, en tant qu'intellectuel, et non pas seulement comme citoyen qui communique via les réseaux sociaux. Je peux vous dire que les membres du comité de soutien reçoivent des menaces de mort, et certains, pas moi, ont été agressés dans la rue. Donc nous en sommes là. C'est-à-dire que Boualem paye de sa liberté et peut-être de sa vie la défense de notre liberté d'expression. Alors, il y a des points très positifs dans l'action du comité de soutien, enfin en tous les cas dans ses résultats, et il y a des zones d'ombre. Alors les points positifs, comme je l'indiquais, c'est la mobilisation politique. Parlement européen, rendons à César, à François-Xavier Bellamy, une résolution adoptée très rapidement, une résolution très ferme. Comme vous le savez, il y a beaucoup de détenus politiques, hélas, de par le monde, et une résolution qui demande évidemment la libération immédiate et inconditionnelle, car il n'y a aucune raison que Boualem soit un otage de Boualem Sansal, une mission médicale d'urgence qui peut être déléguée par la haute représentante pour les affaires étrangères et la sécurité de l'Union européenne qui n'a rien fait, une mission médicale comme il en y est parfois pour Saakashvili par exemple, je ne sais pas si ça a donné de bons résultats, mais absolument silence radio, et la protection consulaire européenne, puisqu'étant français, Boualem Sansal est aussi un citoyen européen. Il a aussi le droit à la protection consulaire, je pense que les diplomates ici présents le savent, européenne, c'est-à-dire l'ambassadeur allemand ou l'ambassadeur italien à Alger pourrait très bien le visiter. Mais malgré cette résolution et la reprise de cette résolution lors de la première séance d'entrée récente, je crois que c'était le 1er avril ou le 31 mars au Parlement européen, nous n'avons pas beaucoup de résultats des hautes autorités européennes, malgré les courriers que nous leur avons envoyés et les réponses un peu lunaires que nous avons reçues, sans aucun mépris de ma part, de ce qu'on appelle communément les sous-fifres. Ensuite, nous avons le Parlement français, donc le groupe et M. Gabriel Attal, que nous avons rencontré à plusieurs reprises, ont déposé une résolution à peu près identique à celle du Parlement européen, un peu édulcorée dans les termes, un peu moins comminatoire. Relations diplomatiques françaises oblige, semble-t-il, mais néanmoins demandant la libération immédiate. Et cette résolution va être débattue en séance publique le 7 mai. On verra quel est l'état de l'échiquier politique par rapport au sujet de la libération de Boualem Sansal. Alors ça, ce sont les points positifs. Et la presse étrangère est très mobilisée. Et l'Allemagne, il est connu en Allemagne, vous l'avez indiqué, son éditeur allemand est extrêmement engagé. Il y a eu des réunions de prix Nobel, il y a eu des salons de livres, il a eu des prix, etc. En Italie aussi, en Espagne, en Amérique latine, grâce à Jean-Michel Blanquer, qui a beaucoup de contacts avec les intellectuels en Amérique latine. Les points noirs. Puisqu'ici, nous sommes entre nous, dans l'intimité, on peut vous dire des secrets. Nous avons eu, et nous avons encore, des pressions pour ne rien faire, pour préserver l'amitié entre la France et l'Algérie. Nous avons eu, de la part de la mairie de Paris, un rétropédalage assez sérieux pour ces motifs. Nous avons eu, de la part de la région d'Île-de-France, qui était pourtant
engagé le même rétropédalage. Nous avons des pressions politiques, car le comité de soutien aurait un rôle qui exciterait un peu. Si je lis la presse algérienne en ce qui me concerne, ou en ce qui concerne certains d'entre nous, effectivement, nous sommes un peu le poil à gratter, mais j'ai expliqué à Jean-Noël Barrot qu'un comité de soutien soutient. Et que ce qui a été demandé aux 2 otages iraniens, une jeune femme et un homme, qui sont incarcérés par les mollahs depuis 3 ans, on a demandé à leur famille de se taire, et ça n'a pas marché, et donc maintenant, leurs photos sont en grand, accrochées aux grilles de l'Assemblée nationale. On aimerait bien que Boualem Sansal y soit aussi, et peu nous importe que M. Mélenchon se soit, disons, proposé de maculer le portrait de Boualem Sansal. Nous souhaitons que les politiques français prennent leurs responsabilités. Est-ce que Boualem Sansal est un enjeu pour la France, un enjeu culturel, un enjeu politique, un enjeu de droits de l'homme dont nous ne cessons de nous réclamer, un enjeu de justice, oui ou non? C'est la question que nous posons. Cela étant posé, où en est-il? Alors, il a été indiqué tout à l'heure comment son procès avait été relaté. C'est encore pire. Le procès a duré 20 minutes, y compris des réquisitions extrêmement graves. Le fameux article 87 bis du Code pénal algérien qui a été modifié par M. Tebboune en 2021 et contre lequel l'ensemble des avocats des barreaux algériens se sont élevés, mais ils ne s'élèvent plus puisque maintenant ceux qui sont un tout petit peu trop critiques sont en prison. L'article 87 bis, c'est l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est l'intelligence avec l'ennemi. On a ajouté également l'atteinte à l'économie nationale. Le motif de ces chefs d'accusation peut faire rire, parce que ça fait un peu penser à Milan Kundera, la plaisanterie. C'est essentiellement des tweets échangés avec l'ambassadeur actuel et un ambassadeur précédent, plaisantant sur le gouvernement algérien. Ça vaut 50 prisons. Alors vous pourrez dire 50 prisons c'est peu, parce que si vous êtes un espion, si vous êtes un agent du Mossad, si vous avez porté atteinte à l'économie nationale, à la sûreté de l'État, outrage à autorité constituée, etc., pour 5 ans, c'est peu cher payé, ce qui vous prouve. Mais comme c'est un procès soviétique, en réalité, cette condamnation qui a été prononcée en toute urgence et dans le plus grand secret, parce que seul le représentant de la presse islamite a pu disons, pénétrer dans la salle d'audience, ce qui prouve que FLN et islamisme, depuis le début, ils ont été très liés, comme vous le savez. C'est une fable de penser que les marxistes ne sont pas liés aux islamistes. C'est à peu près la même philosophie. Et donc, il n'y a que la presse islamiste. Et détail macabre que je veux vous livrer avec une certaine émotion. Ce journaliste a prétendu que Boualem Sansal a comparu en pleine santé parce qu'il avait les cheveux courts. Vous savez que ça se voit moins ici, mais il a une queue de cheval, il a les cheveux longs. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'ensemble des détenus algériens sont rasés. Et donc nous ne pensons pas que c'est parce qu'il était en pleine santé, et d'ailleurs peut-être subit-il une chimiothérapie, nous n'en savons rien puisqu'il est atteint du cancer. Donc tout ceci ressemble de très près à un procès soviétique. C'est un procès stalinien. Alors on nous demande d'être particulièrement tendre avec le gouvernement algérien, et nous insistons sur le fait que nous n'avons rien à voir avec le gouvernement algérien, nous avons à voir avec la justice, et nous avons à voir avec notre compatriote qui, si la France ne parvient pas à le libérer, perd son âme. On sait qu'il y a un déclin de la France, je suis désolée de dire ça, j'adore mon pays et mon ami de la Villardière sait que du temps de Chirac, un détenu, un otage comme Boualem Sansal n'aurait pas fait 5 mois, il aurait fait quelques jours. Donc, nous y voyons, nous, un enjeu pour la survie de Boualem et pour la survie politique de notre pays. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui,
sa libération a été annoncée, puisque le président de la République a indiqué qu'il était confiant. Nous n'avons pas à nous mêler, nous savons un tout petit peu, et là on ne va peut-être pas vous livrer ce qui nous a été livré du point de vue de certains secrets diplomatiques. Nous savons que le prix à payer sera élevé. Nous souhaitons qu'il ne soit pas humain, ce prix. Qu'il soit économique peut-être, mais qu'il ne soit pas humain. Nous n'avons pas évidemment la maîtrise. En revanche, ce que nous savons, et nous avons beaucoup d'Algériens dans notre comité et quelques contacts que moi je n'ai pas personnellement, mais évidemment l'ensemble des personnes de responsabilité en Algérie n'adhèrent peut-être pas à 100% à l'évolution de plus en plus autoritaire de ce régime. Ce que nous savons, c'est que les soutiens comptent. Peut-être que Boualem n'est pas au courant de nos soutiens, mais ces soutiens comptent en tant que pression. Et d'ailleurs, si nous ne nous étions pas mobilisés, et je rends hommage à Arnaud qui a dédié toute son énergie et sa force à cette mobilisation, votre soutien est très important, précisément parce que c'est l'Académie des sciences d'outre-mer. Et tout ceci se surajoute avec d'autres soutiens que nous avons. Nous allons avoir des rendez-vous au Sénat, à l'Élysée et dans d'autres lieux. Nous n'avons pas le choix que de ce soutien. Je pense que cette libération annoncée n'est pas du tout sûre. Je pense aussi que le président de la République, le président Tebboune, c'est moins notre affaire, devrait se rendre compte que, entre guillemets, et j'utilise une expression un peu de dérision, on ne peut pas se payer le luxe d'une mort en prison de Boualem Sansal, comme ça a été le cas il y a peu d'un journaliste algérien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Benedetti, si vous... Je vais juste Non, je vous en prie, une seconde, je voulais dire une petite chose et je vous donne la parole. Nous voulons vous remercier et vous dire que l'Académie des sciences d'outre-mer s'est mobilisée dès le début. Donc, vous avez le soutien, en tout cas, elle soutient Boualem Sansal. Nous l'avons dit, nous le redisons, pour sa libération. Et ce que je voulais dire, c'est que ce ne sont pas des activités classiques de l'Académie, mais c'est une terre de liberté. De la liberté de penser, de la liberté d'échanger, la liberté de la recherche, et donc de la solidarité également. Donc dans ce sens-là, nous sommes mobilisés depuis la première heure, et nous comptons le faire, bien évidemment. Nous vous remercions de toutes ces informations. C'est extrêmement important pour nous tous, je pense. Et donc, Monsieur Benedetti, je crois que vous aviez quelques éléments d'information. Merci. D'abord, je me faisais la réflexion tout à l'heure en vous entendant les uns et les autres. Je ne reviendrai pas sur la carrière de Boualem Sansal, je ne reviendrai pas sur les objectifs du comité de soutien, mais il y a un paradoxe absolument dramatique pour Boualem, c'est qu'il s'est cru libre dans un pays qui ne l'était pas, l'Algérie, et c'est la raison de son arrestation. Et finalement, il est censé être libre dans un pays, la France, qui défend la liberté d'expression, et on a vu que la liberté d'expression n'était pas toujours fondamentalement défendue par un certain nombre de nos compatriotes. C'est ce paradoxe un peu dramatique et parfois tragique auquel, finalement, le cas de Boualem Sansal nous expose. Alors peut-être quelques éléments très factuels qui sont importants. D'abord, où est Boualem Sansal aujourd'hui, à l'heure qu'il est? Boualem Sansal, vous savez, il a fait des allers-retours entre l'hôpital et la prison de Koléa, et l'hôpital de Mustapha. Aujourd'hui, il est en prison. C'est-à-dire qu'il n'est plus à l'hôpital. Donc c'est un premier élément dont on m'a transmis l'information cet après-midi, qui est important. Deuxième élément, les jours qui arrivent sont des jours décisifs, absolument décisifs, parce que comme vous le savez, le parquet a fait appel de sa condamnation, que le délai est actuellement en train de courir, et que, bien évidemment, c'est au terme de ce délai que se dénouera peut-être, je dis bien peut-être, le cas de Boualem Sansal avec l'espérance d'une grâce. On n'en est pas du tout assuré à ce stade. Je tiens à le dire, il faut être extrêmement prudent. Et c'est le troisième élément d'information. Aujourd'hui, ce que l'on sait, à partir d'un certain nombre de contacts dont nous disposons en Algérie, c'est qu'il y a manifestement un débat au sein même du régime,
autour de l'issue concernant le cas de Boualem-Sansal, entre ceux qui, bien évidemment, considèrent que l'affaire Boualem-Sansal est un problème pour le régime algérien et qui ne savent pas comment en sortir, et ceux qui considèrent que Boualem-Sansal est une monnaie d'échange qui doit permettre tout simplement de faire en sorte que les Français, que le régime français donne le plus de garanties aux Algériens sur un certain nombre de dossiers qui sont importants pour les Algériens. Donc à ce stade, rien n'est joué. C'est la raison pour laquelle, et je terminerai là-dessus, la mobilisation est absolument essentielle. C'est-à-dire que on nous dit, et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Noël, c'est que très souvent on nous a dit « vous en faites trop ». Non, nous n'en ferons jamais assez pour la libération de Boualem-Sansal. Je terminerai là-dessus. Boualem-Sansal est un homme emprisonné, est un homme qui est un otage du régime algérien, qui est un otage malheureusement malgré lui des relations difficiles, et ça a été largement abordé ici, des relations difficiles entre la France et l'Algérie, mais c'est une part aussi de la France qui est quelque part enfermée aujourd'hui par le régime algérien. En tout cas, je vous remercie de votre soutien à toutes et à tous. Merci. Mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, je pense que le combat continue. Je vous remercie et je lève la séance. Merci beaucoup pour tous. Merci.